Bonjour, bienvenue. Est-ce que vous Merci. nous entendez bien? Vous m'entendez? Parfait, impeccable. Bienvenue, merci d'être présent sur cette nouvelle interview. On a souhaité en fait parler un petit peu de biodiversité, forcément, avec une intervenante qui, je pense, va vous inspirer et va donner des clés assez concrètes aussi de ce qu'elle fait. Donc la thématique, c'est « Et si on racontait la biodiversité autrement ?» avec Léa Camilleri, Camilleri, pardon. À chaque fois, créatrice de contenu. Je vais peut-être déjà te laisser te présenter. Alors, je m'appelle Léa. J'ai commencé à poster des vidéos sur YouTube en 2012, au moment où on ne savait pas encore que ça pouvait devenir un métier et que ça pouvait ouvrir des vocations. Moi, j'ai commencé, alors pas par la biodiversité et pas par le voyage en tant que tel. Je commençais par raconter des histoires parce que c'est ce que je faisais le mieux, d'écrire. Et j'ai commencé à voyager très tard, ça dépend pour qui, mais vers 27 ans. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir vécu vitesse grand V, plein de choses, de me rendre compte de plein de choses qui n'allaient pas aussi très vite. Et du coup, j'ai eu envie assez rapidement de parler de réchauffement climatique, de biodiversité et de comment voyager autrement. Parfait. En fait, on a souhaité voilà, t'inviter parce que tu as un regard extérieur, forcément, en direct aussi avec tout le monde, hein, en dehors de l'écosystème voyage. Et je trouvais ça intéressant, surtout sur ton storytelling, sur ton œil, sur l'émotion qu'il y a à donner. Tu fais pas mal de photos, vidéos, qui dégagent souvent une énergie légère, avec des contenus plus profonds. Il y a le documentaire Dogs of Chernobyl que tu as fait. Une question déjà qui, je pense, est intéressante. Comment trouves-tu le bon ton entre émotion et pédagogie, parce qu'on sait que c'est assez difficile de pouvoir justement avancer sur ça? C'est une très bonne question parce que c'est toujours cette petite balance fine Oui. entre comment j'aimerais que moi, on me raconte les choses pour que je le comprenne correctement et comment d'avoir des sources vérifiées et fiables pour délivrer une information claire. Ouais. Donc du coup, j'oscille toujours entre faire des recherches, mais de pouvoir le vulgariser. Mais vulgariser, c'est peut-être pas le mot, c'est que ce soit en tout cas accessible à tous. Donc j'essaye de d'écrire comme j'aurais aimé qu'on me l'explique à moi. Et moi, j'aime les choses un peu ludiques, un peu pédagogiques. Donc j'essaye de prendre cette voie-là à chaque fois et de faire le plus simple possible. Je sais que tu mêles l'humour Oui. à la gravité aussi. C'est aussi, c'est pareil, l'humour, c'est pas facile non plus, mais Non. ça peut être intéressant au niveau storytelling, émotion, de pouvoir faire passer des choses aussi dans cette thématique-là. Je pense qu'on peut mettre de l'humour un peu partout à partir du moment où c'est justifié et où ça permet de servir un propos. Et je pense qu'on a besoin aussi parfois de dédramatiser pour pouvoir dézoomer un sujet. Donc c'est pas tant parfois de l'humour, mais c'est plus effectivement un petit pas de côté pour se dire d'accord, ok, on peut parler de choses graves ou de choses un peu dures en dézoomant un peu et se dire que ça devient un peu ludique. Mais bon, j'essaye de ne pas mettre de l'humour partout non plus. Parce que... bien sûr, ça c'est sûr. Tu partages aussi assez souvent des moments un petit peu plus personnels. Oui. Quelle place accordes-tu en final à ta vie personnelle dans ton message écologique? Que fais-tu en fait toi aussi de ton côté dans la vie de tous les jours qui fait que ça ferait sens? Si je suis tout à fait honnête, c'est vrai que j'aimerais ne pas parler de moi en fait dans mes réseaux, mais je pense que ça fait partie d'une expérience personnelle. Quand on vit quelque chose et qu'on veut le partager, il y a forcément un ressenti humain et personnel qu'on doit partager. Et du coup, j'essaye de me livrer un peu plus sur ce que je ressens parce que je me rends compte que c'est aussi ça, c'est les émotions qui font qu'on arrive à partager parfois une cause, un message. Donc j'ai un peu du mal, mais oui, j'essaye de me livrer un peu plus, en tout cas. Ok. Donc tu as beaucoup de, alors je sais pas si on dit followers en fait sur YouTube, qui te suivent, une grande communauté. Alors tu combines aussi des formats longs, comme on disait, des vidéos courtes. Au final, quels sont les formats les plus efficaces au final pour parler de la biodiversité par exemple? Est-ce que c'est du court, c'est du long? Ça dépend un petit peu de... Quels sont tes retours au final? Alors tu t'adresses à la pire personne au monde parce que je pense que je suis
la pire élève. J'ai testé à peu près tous les formats. J'en ai toujours fait un peu qu'à ma tête et ça m'a pas. Malheureusement, ça sert pas toujours les algorithmes. Et je pense que c'est ça aussi qui fait l'authenticité, c'est que je me suis jamais bridée à un format long ou un format court. J'ai toujours fait un peu. J'ai eu le luxe de faire ce que j'avais envie de faire. Donc j'ai fait autant du documentaire. J'ai fait du 40 minutes, j'ai fait un mini-docu de 20 minutes aussi. Et je fais des formats courts pédagogiques sur Instagram, par exemple, où ça peut être politique, social, environnemental, où j'essaye d'expliquer une situation qui, moi, me tient à cœur. Ça peut être vraiment divers et varié. J'ai fait des vidéos sur le corail, j'ai fait des vidéos sur les tortues. Oui. Ouais. En fait, j'essaye toujours de glisser quelque chose d'assez court pour que ce soit percutant et qu'on se dise qu'on a appris quelque chose dans un laps de temps très court. Donc en ce moment, je suis sur des formats courts, mais ça m'est arrivé de faire des formats assez longs. Ok. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ce que tu as créé sur la vidéo Tara Pacifique. Oui. Je crois que c'est sur les Maldives, c'est ça? Alors Tara Pacifique, non, on était en plein milieu du Pacifique dans les îles Palau. D'accord, donc c'est de l'autre côté, forcément. Donc, parlez un petit peu plus. Qu'est-ce que tu as fait? Comment ça s'est passé? Quelle était l'intention au final? Alors, je ne sais pas si vous connaissez Tara Expédition. C'est une goélette, c'est une expédition scientifique. Alors, moi, j'étais spécifiquement sur celle qui était dans le Pacifique. Elle est partie dans le Pacifique pendant 1 an. Et donc, j'ai accompagné des scientifiques qui faisaient des échantillonnages sur des coraux. Donc, c'était extrêmement fou de se retrouver là parce que c'est une goélette que je suivais déjà depuis plusieurs années avant ça, quand j'étais même pas dans ce métier-là. Donc c'était un rêve pour moi de monter dessus et en plus d'avoir la chance de pouvoir filmer le travail des scientifiques. Dans ma tête, c'était un peu dur à remettre tout dans l'ordre, mais c'était aussi un vrai challenge de pouvoir mettre en lumière le travail de quelqu'un d'autre. Et ça m'a beaucoup appris parce qu'eux-mêmes ne savent pas comment raconter leur travail au grand public. Donc je me suis rendu compte qu'il y avait une petite passerelle à faire entre la science et les influenceurs. Et on pense parfois qu'on fait juste des petites blagues un peu drôles sur Internet, mais en fait, il y a tellement plus que ça. En fait, les scientifiques, et c'est un exemple parmi tant d'autres, ne savent pas raconter leurs propres histoires. Donc finalement, c'est un peu notre rôle à nous d'essayer de leur donner une voix. Oui, c'est intéressant. C'est vrai que la partie communication est assez compliquée en général, que ce soit pour des personnes qui veulent mettre en avant. Alors, on parle de greenwashing, greenwashing. Il y a beaucoup de termes qui sont mis en avant pour dire voilà, je fais plein de choses, mais en fait, je ne sais pas le dire, donc je n'en parle pas. Donc je suis sur du greenwashing. Ou je fais du greenwashing, en fait je fais des petites choses, mais au final ça n'a pas vraiment d'impact et c'est juste un petit peu pour mettre peinture verte dessus. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez compliqué. J'aimerais revenir sur, parce que je pense que c'est quand même très important, il y a les imaginaires qu'il faut changer, il y a l'émotion aussi. Je pense que cette partie connexion émotionnelle est importante et par rapport à ton audience, qu'est-ce que tu fais ressentir? Est-ce que tu penses vraiment que la partie émotionnelle est vraiment centrale justement pour faire passer ces thématiques-là, ces sujets parce qu'on est tous humains, on a tous des connexions et que derrière beaucoup de choses nous touchent au lieu de parler de quelque chose d'un peu plus basique. Voilà. Est-ce que l'émotion vraiment est centrale chez toi et envers ton audience qui est réceptive, je pense? Bien sûr, et je pense que c'est une notion qu'on a perdue. Et on peut prendre l'exemple du voyage, par exemple. Pourquoi on voyage? Parce que ça nous procure une émotion. Et on oublie ce truc-là parce que parfois, ça devient presque normal de voyager, alors qu'il n'y a encore pas si longtemps, c'était pas si accessible. Quand on voit juste la génération, par exemple, de mes parents, ils ont pris l'avion très tard, ou mon père pas du tout. Donc, je pense qu'il faut se rappeler de pourquoi on voyage. Et c'est pareil pour la biodiversité. Pourquoi c'est pas normal parfois de voir certaines espèces s'éteindre? Moi, je me rappelle assez souvent que je vois probablement des animaux que mes enfants ne verront pas. Et ça me fend le cœur et du coup, ça me procure forcément une émotion. Et c'est comme ça que ça me donne un peu l'impulsion de le raconter. Et les récits, ils viennent toujours d'un ressenti et forcément d'une émotion, je me répète. Mais en tout cas, moi, je ne pourrais pas faire l'un sans l'autre. C'est obligatoire. Et du coup, je pense que sensibiliser, ça passe par toucher les gens. Et toucher les gens, ça permet parfois d'aimer. Et c'est ce que je dis pour les enfants, généralement, c'est que pour aimer une espèce, pour la protéger, il faut d'abord la connaître et l'aimer. Sinon, on n'y arrive pas, en fait.
Ouais, je pense que c'est assez essentiel. On discutait juste avant que l'on commence cette interview. Tu m'as dit que tu étais parti au Nicaragua. Oui. Alors un pays qui, de fait, est peut-être moins connu que le Costa Rica, en tous les cas, et d'autres pays avancés sur cette partie biodiversité. Est-ce que tu as un petit peu ton ressenti sur ce retour, sur cette destination-là pourquoi tu y es allé aussi, parce que je pense que c'est important. Et voilà, tu étais revenu il n'y a pas très longtemps, je crois. 15 jours. 15 jours, voilà. Donc quel est ton ressenti et pourquoi tu y es allé aussi, forcément? Alors, je pense qu'il y a toujours un peu une dissonance cognitive entre parler d'environnement et voyager. Donc, dans mon cas, ça se traduit par voyager beaucoup moins. Je prends un vol long courrier par an maintenant. En tout cas, si je pouvais faire mieux, je le ferais. Mais le fait est que je ne peux pas me détacher de l'avion encore pour certains sujets dont j'ai envie de parler. Donc, j'essaye juste de ne plus trop me déplacer, ou alors me déplacer autrement. Par exemple, j'ai fait les États-Unis en train. Enfin, j'ai traversé les États-Unis en train. Bon, il a fallu forcément que je prenne un avion pour y aller. Mais donc là, par exemple, le Nicaragua, c'était mon voyage là de l'année jusqu'à 2026. Ouais. Et le souci, c'est que je crois que le souci qui n'en est pas vraiment un, c'est que j'arrive plus à me déplacer pour simplement faire du tourisme. En fait, je crois que j'ai toujours ce petit truc de vouloir raconter quelque chose. Et la tortue marine est mon animal préféré. Donc, j'ai trouvé une association que j'avais très envie de rencontrer, qui était au Nicaragua, qui a accepté de me recevoir. Donc, je suis partie au Nicaragua pour passer du temps avec eux. Et encore une fois, essayer de mettre en lumière leur travail et leur histoire parce qu'ils n'arrivaient pas à la raconter. En fait, à chaque fois, je vois les réseaux sociaux, je vois ce qu'ils font. Je me dis, c'est incroyable. Et ils n'arrivent pas à toucher une audience, l'audience qu'ils voudraient parce qu'ils ne savent pas comment communiquer. Donc ça paraît bête, mais généralement je vais sur place, je leur fais des photos, des vidéos, on discute un peu de comment ils peuvent communiquer un peu plus. Et puis moi j'essaye de faire des vidéos pour montrer ce qu'ils font. Là en l'occurrence c'était sur le braconnage et les tortues. Donc en gros, l'association et les braconniers se croisent chaque nuit pour récupérer les nids de tortues. Donc c'était un sujet qui était extrêmement intéressant parce que c'est pas les gentils contre les méchants. C'est vraiment tout un cercle compliqué, une dynamique qui est compliquée de survie, d'alimentation, de corruption, de braconnage et de gens qui essayent, au milieu de tout ça, de sauver les tortues. Donc voilà, c'était une histoire que j'avais envie de raconter et j'essaye de le faire. Je l'ai fait l'année dernière aussi au Panama, pareil, avec une association. Le but, c'est de sensibiliser, même en étant un peu loin. Ok. Une petite question qui est peut-être intéressante. Qu'est-ce que tu pourrais dire un pro du tourisme ou un voyageur, hein, dans le sens général, qui est sceptique un petit peu par rapport à la biodiversité dans ces projets? Quelles sont les clés, peut-être les leviers, la compréhension de cette thématique qui est centrale, en tous les cas, qui est très importante et qui permet en tous les cas de faire avancer cette partie biodiversité, parce que c'est quand même beaucoup, hein, c'est une grosse thématique. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Alors, je pense que j'ai pas beaucoup à vous convaincre sur le fait que la biodiversité, ça devrait être central finalement dans une destination parce que c'est ce qui fait la beauté et la richesse, la faune, la flore d'un pays. Mais je pense que ça peut intéresser les gens de pouvoir avoir accès à des expériences un peu uniques autour. En fait, si on ne les accompagne pas parfois pour leur donner un peu les clés de certaines choses qui sont fragiles, ils n'y vont pas d'eux-mêmes. En fait, je me rends compte qu'il y a plein de super initiatives que les gens ne connaissent pas parce qu'ils n'osent pas aussi demander. Donc je pense qu'on devrait aussi centrer beaucoup les destinations en tout cas, sur la protection de la nature. Et de plus en plus, les gens sont sensibles à ça, ils sont curieux, ils ont envie de voir de leurs propres yeux certains animaux, certains lieux. Mais voilà, ça passe par aussi la responsabilité et quelque chose d'éthique. Si c'est pour faire du tourisme de masse autour de la biodiversité, ça n'a aucun sens. Mais c'est pour remettre au centre ce qui est essentiel, en fait, la nature. Ok, merci. Est-ce que vous avez des questions sur la partie peut-être au final réseaux sociaux, communication, partie biodiversité? Oui, n'hésitez pas si vous avez des petites questions. J'ai très peur de parler en public, donc si ça vous arrange. Votre intervention et bravo pour ce que vous faites. J'ai une question par rapport à vos projets.
Est-ce que vous assurez la continuité? Donc une fois que vous avez sensibilisé les gens, est-ce qu'il y a une continuité dans ce projet? Vous suivez par exemple l'association dans le temps, vous refaites peut-être un petit documentaire pour, voilà, pour 1 an après, 2 ans après, voir où est-ce qu'ils en sont? Est-ce que c'est le cas ou vous faites juste un one shot et puis Non, 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 bien sûr. En fait, je pense que ça passe par une vraie rencontre aussi généralement avec les gens qui travaillent dans les associations. Par exemple, pour le documentaire que j'ai fait sur Dogs of Chernobyl, c'était avant le Covid, enfin c'était au début du Covid, avant la guerre en Ukraine, parce que ça se passe en Ukraine. Et on a fait la continuité avec le co-réalisateur de l'association, mais malheureusement, il y a eu la guerre entre-temps. Ils n'ont pas pu continuer à faire leur travail, donc on a donné ces nouvelles-là aux gens. Et puis ensuite, on n'avait plus de nouvelles. Donc je disais aux gens, je n'ai plus de nouvelles, je suis désolée. Et là, je recommence à en donner. Généralement, je fais un suivi et puis je suggère aux gens de suivre les réseaux sociaux de l'association parce que qui de mieux pour donner de nouvelles qu'eux. Mais oui, de temps en temps, j'essaye vraiment de faire un petit suivi. Et puis parce que moi, je les suis, donc finalement, ça me demande pas trop de travail non plus, quoi. Ok, super, merci beaucoup. Peut-être d'autres questions? Pas de questions? Bon, ben... En tous les cas, n'hésitez pas donc, à parler à Léa après dans les allées ou ici, il n'y a pas de souci. Et puis cet après-midi, donc pas mal de tables rondes sur l'écotourisme, slow tourisme, le régénératif, avec beaucoup d'invités, des tas de réseaux, des réceptifs, des agences. Donc voilà, on a une après-midi assez chargée, instructive sur l'opérationnel, vraiment. Donc voilà, pour vraiment avoir cet impact-là et avoir des leviers. Merci Léa. Merci à toi. Merci à vous. D'être venu. Et puis ben, voilà, n'hésitez pas, on est disponible en tous les cas. Merci à vous. Merci beaucoup.